Bonjour à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Charlotte Gagneur. On va discuter ensemble de livres audio, de production de livres audio, etc. Si vous le savez pas, Charlotte, elle donne sa voix pour les livres audio Force Wing et Iron Flame, qui sont publiés en audio aux éditions Telem et en livre papier aux éditions Hugo Roman, qu'on remercie grandement d'avoir rendu cette vidéo possible. Tern ne verra pas Sgaël, à moins qu'il n'honore ma suggestion et ne parte sans moi. Et moi, je vais rater mes quelques heures de Xaden. Aujourd'hui, nous sommes au studio Anatole, ce qui va nous permettre de vous montrer aussi un petit peu l'envers du décor de l'enregistrement de tout ça. Et bien évidemment, on les remercie de tout cœur de nous avoir rendu les studios disponibles pour cette journée et qu'on puisse filmer tout ça. Je vais laisser Charlotte se présenter. Ok, bonjour, moi c'est Charlotte Gagneur, je suis chanteuse comédienne, donc dans plusieurs projets et je fais aussi du livre audio et du doublage. Cette vidéo sera découpée en 4 grandes catégories. Le parcours de Charlotte, la préparation de l'enregistrement d'un livre audio, l'enregistrement en lui-même, et on terminera avec les petits projets à venir, puisque c'est toujours sympa d'avoir des petits teasings. Nous allons donc commencer par le parcours, la voie d'accès pour devenir narrateur de livre audio, puis nous aborderons les autres sujets ensuite. Alors tout d'abord, ma première question, c'est quel est ton parcours pour être arrivé à exercer ce métier et est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? À la base, moi je suis vraiment chanteuse, j'ai fait une école, j'ai fait un conservatoire de musique, pour apprendre vraiment à être chanteuse. J'ai toujours été intéressée par le doublage et le livre audio parce que j'écoute du livre audio et j'écoute beaucoup de podcasts, notamment sur France Culture, qui eux adaptent aussi un peu en mode dramatized avec des effets spéciaux et tout ça. Et aussi je lis pas mal de livres à voix haute avec mon chéri, ce qui fait que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et donc j'ai fait une formation spécifique parce que du coup je suis intermittente du spectacle et en tant qu'intermittent on a le droit d'avoir des formations un peu ciblées pour les métiers des arts. Et donc j'ai fait une formation sur le doublage et la voix off, ce qui m'a permis de rentrer dans la boucle de livre audio. Je pense qu'à la base j'étais plutôt intéressée par le doublage. C'est quelque chose que je connaissais plus que le livre audio. Je crois que j'ai toujours voulu faire ça, avec les Disney surtout. J'ai toujours voulu être une princesse Disney et donc c'est vraiment par cette porte d'entrée là que je suis rentrée, que je suis arrivée au livre audio. C'était pas forcément un rêve de faire du livre audio expressément, mais du doublage oui. Et donc, même si tu ne te sentais pas forcément destinée dès le départ à narrer des livres audio, quel est ton rapport au livre et est-ce important pour toi d'apprécier lire pour exercer ce métier? Alors j'aime lire, mais j'ai assez peu de temps pour lire en général, donc je lis pas beaucoup. Enfin, je lisais pas beaucoup avant de faire du livre audio, sauf à voix haute justement, où on lit quand même pas mal à voix haute. On a lu Les Misérables en entier à voix haute, on a lu plein de Victor Hugo, on a lu toute la saga des Malocènes de Daniel Pennac. Enfin voilà, donc à voix haute c'est plus facile pour moi. Sinon j'arrive pas à me dire là je prends du temps vraiment pour moi pour pouvoir lire. Mais par contre j'aime beaucoup ça. Donc oui, je pense que c'est important d'avoir l'habitude de lire et d'aimer lire parce que tu restes enfermé pendant 8 heures dans une boîte avec une tablette en face. Donc oui, il faut être prêt à lire pendant 8 heures d'affilée. Je pense que c'est important. Effectivement, je te rejoins sur ce point. Je pense que quand on passe toutes ces journées à lire des livres, c'est quand même important d'apprécier ça et encore plus d'apprécier les livres que l'on lit. Mais du coup, moi j'ai une question sur quelque chose qui est un petit peu flou quand on écoute un livre audio. En fait, on ne sait pas si le narrateur apprécie ce qu'il lit, on ne sait pas non plus sous quelle base et sur quels critères il a été sélectionné pour lire celui-ci. Et du coup, je me demandais si tu pouvais nous en dire plus sur le fonctionnement du recrutement, sur quels critères celui-ci a lieu et comment sont choisis les comédiens qui prêtent leur voix au livre audio. Ça c'est intéressant. En général, c'est le studio qui recrute les comédiens directement. Donc le studio par exemple dans lequel on est et où j'ai enregistré Force Wing et Iron Flame, ils ont tout un vivier de comédiens. Donc quand ils ont un nouveau livre, ils voient à peu près ce que c'est le genre, ce que l'éditeur veut, parce que l'édition sonore a des exigences, par exemple sur déjà le genre de la personne qui lit, si c'est fille, garçon, en fonction de la narration en général. Mais des fois c'est pas une narration à la première personne, donc qui est-ce qu'ils veulent plutôt, quel type de voix. Généralement ils savent s'ils veulent quelque chose de plus jeune, de plus rauque, enfin voilà, ils ont des exigences qui transfèrent au studio et le studio dans son vivier va regarder qui est-ce qui pourrait correspondre. En général les studios envoient entre 2 et 3 propositions de voix à l'édition. Donc nous on vient en studio généralement, on enregistre un petit extrait du livre qui est envoyé du coup à l'édition et ensuite l'édition écoute et dit voilà moi je préfère partir sur ça ou sur ça.
sur telle personne ou telle personne. Et c'est donc l'édition qui choisit. Et des fois, c'est même l'auteur on envoie à l'auteur pour qu'il valide vraiment la voix. Et des fois, l'édition fait des petits retours en disant c'est cette voix-là, par contre, faites attention, il faut aller un petit peu plus vite ou un petit peu moins vite dans le débit, vous pouvez faire plus d'élision, il faut rendre ça un peu plus vivant, ou alors attention, c'est quelque chose de plus littéraire, donc il faut que ce soit quelque chose d'assez chic. On a quand même des petites indications, mais c'est l'édition qui choisit. Du coup, c'est à chaque fois sur un enregistrement du livre audio qu'ils veulent publier et pas à partir. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, c'est sur quelque chose que tu as déjà fait. Par exemple, ça peut être justement sur un extrait de Force Wing. J'ai un casting où ils ont envoyé. Et des fois, c'est sur vraiment le livre. Ça dépend des fois, ça dépend des maisons d'édition, je pense aussi. Ça dépend peut-être aussi de l'expérience du narrateur, parce que je me dis qu'un narrateur qui commence, il n'a pas forcément de matière à montrer son travail, mais du coup, c'est encore plus intéressant de savoir que c'est majoritairement, dans la plupart des cas en tout cas, sur des extraits de livres audio qui sont enregistrés pour ce livre-là, parce que c'est vrai que d'un livre à un autre, forcément le narrateur va s'adapter en fonction de ce qui est demandé et attendu, donc ça permet vraiment de se projeter sur comment travaillera cette personne-là et quel rendu on aura pour le livre choisi. Franchement, c'est super intéressant que ce soit ainsi. Est-ce que c'est possible d'être narrateur de livres audio à plein temps ? C'est possible d'être narrateur de livres audio à plein temps, oui. C'est pas mon cas, mais je sais que c'est possible. Il y en a qui font que du livre audio, il y en a qui font que du doublage, il y en a qui font du doublage et du livre audio, parce que c'est quand même deux mondes qui sont assez distincts, même si ça reste un métier on est derrière un micro et il faut interpréter. Vu que je suis pas arrivée par cette voie-là en premier et que je suis de base chanteuse, je fais pas du livre audio à plein temps, on peut en vivre, oui, clairement. Je sais pas si ce serait vraiment une contrainte de faire que ça. Moi, il me manquerait vraiment quelque chose parce que j'aime être sur scène et j'aime chanter, donc j'aurais pas envie de faire que ça. Dans les faits, il y a des mois où j'ai pas de concert et où j'ai enregistré 3 livres audio, donc dans le mois, il y a peut-être la moitié des jours où j'ai fait enregistrer des livres audio. Et c'est chouette. En fait, pour l'instant, moi, je suis pas du tout saoulée de ça. Je sais qu'il y en a qui sont fatigués de faire du livre audio parce que c'est contraignant, c'est des sessions bien plus longues que du doublage. Donc ceux qui ont l'habitude de faire du doublage trouvent que le livre audio peut être assez fatigant parce que on est 8 heures en studio et qu'en général une session de doublage c'est une demi-journée. Donc ça peut être crevant, mais ça m'a pas dérangée pour l'instant. Après, c'est sûr que aussi avec des livres dans lesquels on rentre vraiment facilement, comme Force Wing Iron Flame, vraiment, là, je suis rentrée à fond dedans. C'est trop chouette. C'est trop bien de venir en studio et d'interpréter les personnages qu'on aime bien, quoi. Bon, il y a des livres que j'ai pu lire, que j'ai moins aimé lire, Et c'est normal, il y a des choses où on peut pas aimer tous les genres littéraires. Mais par contre, quand on match vraiment avec le livre, c'est trop bien. C'est un plaisir de venir enregistrer et d'interpréter les personnages. Du coup, avec tout ce que tu as pu dire ici et ce dont on a pu discuter aussi avant en off, je comprends qu'il y a des semaines qui sont quand même très chargées et je me demandais si c'était possible d'être narrateur de livres audio à plein temps. En général, lorsqu'on est un peu dans la sphère littéraire, on connaît un peu la manière dont sont rémunérés les auteurs. En tout cas, c'est clair pour moi, peut-être pas pour tout le monde qui nous regarde ici, donc je vais le rappeler. Généralement, les auteurs sont payés d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils ont un avaloir, donc une avance sur leurs droits d'auteur, puis des droits d'auteur, un pourcentage en fait sur le livre qui est vendu. Et du coup, une fois qu'ils ont vendu un certain nombre de livres, ils vont pouvoir dépasser cet avaloir et toucher du coup une redevance sur chacun des livres vendus. Est-ce que c'est le même principe pour un narrateur de livre audio ou est-ce que vous êtes payé à la prestation pour le fait voilà juste d'enregistrer votre voix pour un livre, qu'importe le nombre de ventes finalement à l'issue? En narration, on est rémunéré à la prestation. Donc on est rémunéré soit sous forme d'enveloppe globale pour le projet. En général, l'enveloppe globale est calculée par rapport au nombre de mots ou au nombre d'heures prévisionnelles. D'heures effectives, parce qu'on a un cachet au début, ça fonctionne sous cachet, c'est de l'intermittence du spectacle. En tout cas, moi je suis intermittente. Je pense que c'est possible de le faire sur facture, mais la plupart des gens que je connais, ils sont intermittents du spectacle. Donc ça fonctionne par cachet. Une journée de travail, ça fait un cachet de 12 heures. Et nous, il faut qu'on fasse 507 heures. Mais bon, je vais pas me lancer dans une explication d'intermittence du spectacle, c'est un peu long. Mais il faut faire 507 heures par an, donc environ 43 cachets. Et chaque jour d'enregistrement fait un cachet. Et donc, tu as une enveloppe globale pour le livre. Mais par contre, au contraire, c'est pas comme... Si t'as un gros best-seller en audio, tu gagneras pas plus. Non, si t'as un gros best-seller, ça changera rien.
qui se vendent à 3 exemplaires ou qui se vendent à 20 000, t'es payé pareil. T'es payé pareil, c'est juste plus intéressant pour l'éditeur, quoi. Ouais, dans ton cachet, t'as une partie qui est pour ta prestation et une partie pour la cession des droits. Du coup, quand tu as des livres comme Force Wing et Iron Flame qui sont très attendus déjà en livre papier et qui seront sûrement très écoutés en livre audio, est-ce que l'enveloppe est différente dans ces cas-là ou est-ce que ça dépend plus de d'autres facteurs comme de la maison d'édition, du studio ou des façons dont ils ont l'habitude de fonctionner habituellement? Peut-être, mais j'ai l'impression que ça varie plus en fonction de l'édition. Et en général, ils ont des tarifs qu'ils ont l'habitude de pratiquer. J'ai pas l'impression, en tout cas de ce que j'ai vu pour l'instant, que ça change vraiment en fonction des livres. J'ai l'impression que les éditeurs n'ont pas les mêmes tarifs. Les studios n'ont pas forcément les mêmes tarifs non plus. C'est pas comme le doublage. Le doublage, il y a vraiment une convention qui fait qu'on ne peut pas être payé en dessous d'une certaine somme. Et donc, tout le monde est payé au moins minimum ça. Le livre audio, c'est beaucoup plus flou. Donc ça dépend, c'est plus libre. Je te remercie pour ces réponses à ces questions qui sont très enrichissantes et qui permettent de visualiser un petit peu plus la voie d'entrée pour devenir narrateur de livre audio. Maintenant, nous allons passer à une partie très importante du métier, la préparation avant l'enregistrement du livre audio. Ta voix, c'est ton outil de travail. Quelles sont les choses que tu mets en place dans ton quotidien pour en prendre soin? Et est-ce que être chanteuse te permet de mieux maîtriser ta voix parlée? Je pense que oui, je commence par la deuxième question. Je pense que oui, ça me permet de mieux maîtriser la voix parlée, notamment pour la diction, aussi parce que j'ai l'habitude des micros. En fait, c'est quelque chose de tout bête, mais d'être devant un micro et de savoir comment se placer, de savoir qu'il ne faut pas parler ici parce que sinon on n'est pas entendu. Bon, c'est des choses que, en étant chanteuse, on a déjà l'habitude d'aller parfois en studio, en tout cas sur scène, donc oui. Et ensuite, comment je prends soin de ma voix? Je bois énormément. Je bois de l'eau, hein, pas de l'alcool. Je bois énormément d'eau, de tisane, de rooibos, je bois tout le temps. Quand je suis en session, je pense que je bois bien mes 2 litres par jour sans souci. Et j'essaye de rester hydratée tout le temps. Je fais très gaffe à surtout pas tomber malade. Donc, tout le temps, une écharpe à chaque fois que je sors et qu'il fait un tout petit peu de vent. Pas trop de clim, de préférence. Et ensuite, cure d'huile essentielle quand c'est les intersaisons. Un peu de propolis toujours avec moi pour la voix, la gorge, pour prendre soin de tout ça. Et c'est vraiment la bête noire quand tu vois que tu as beaucoup de dates qui arrivent ou beaucoup d'enregistrements. De prendre soin de soi, de beaucoup dormir, beaucoup boire, s'hydrater quoi. Être sûr de pas tomber malade au pire moment. Des fois, t'as vraiment des semaines où tu vois les gens qui sont malades autour de toi et tu dis non, là je peux pas du tout, c'est pas possible. Tu me le disais un petit peu en off, comment se passe la répartition des livres audio? Est-ce que les narrateurs ont le choix des livres qu'ils souhaitent lire? Je pense qu'on a toujours un peu le choix d'accepter ou pas, mais dans les faits, on est toujours content de pouvoir aller travailler et faire un nouveau livre. Donc la répartition, elle se fait généralement au niveau du studio. Donc c'est le studio qui appelle les comédiens qui pensent correspondre au livre qu'ils ont. Et donc après, ils te proposent un projet. Généralement, tu sais pas grand-chose sur le livre. Donc tu fais le casting, tu lis un petit extrait, tu sais à peu près quel genre c'est. Voilà, on te dit ça va être quelque chose de très littéraire et d'assez chouette, d'assez féministe. Notamment pour, je pense à La Malédiction des Flawless que j'ai fait. On te dit ça. Ensuite, tu fais un extrait, donc tu vois à peu près comment c'est écrit, tout ça. Tu vois qu'il y a plusieurs personnages. Et ensuite, juste avant d'aller enregistrer, on peut t'envoyer le PDF pour que tu puisses le lire. Mais donc, je sais pas si vraiment on peut appeler ça un choix, dans le sens où... Enfin, pour l'instant, moi, j'ai accepté tout ce qu'on m'a proposé. Mais c'est parce que je commence. Je pense que si ça fait longtemps que tu fais du livre audio, tu dois aussi avoir un planning et tu dois gérer un petit peu tout ça. Je pense que tu peux dire, bon bah moi je préfère faire tel genre. Ne m'appelez pas par exemple pour une dark romance ou ne m'appelez pas pour, je sais pas, il y en a qui peuvent ne pas aimer la fantasy. Donc je pense que tu as le choix, mais en même temps, quand tu commences un livre, tu sais pas forcément ce qui va se passer dedans. Ça c'est sûr. Mais quand tu commences Twisted, tu sais pas forcément ce qui va se passer dedans. Je comprends. Tu l'as pas lu avant. T'avais pas lu les premiers tomes? Non. Ouais, donc tu savais pas du tout. Non. On m'a dit, c'est une romance, on m'a pas dit trop ce que c'était. Dans la romance new adulte, il y a de tout, hein. Mais par exemple, Force Wing, quand on m'a proposé, je connaissais pas. Je savais pas que ça avait eu un énorme succès aux États-Unis. Je suis rentrée là-dedans vraiment en mode oh, trop cool, on me propose un livre, c'est mon 2e livre audio, trop hâte. En plus, ça a l'air de parler de dragons, ça a l'air trop cool. Et ensuite, j'ai découvert plus ce genre-là, quoi.
Et maintenant, je lis que ça. Non, c'est vrai que ça peut ouvrir aussi à certains genres qu'on lirait pas forcément. Vraiment. C'est vraiment ça. Comme tu disais, je pense que avec l'expérience aussi et quand on commence à avoir de plus en plus de propositions, c'est plus facile de choisir ce sur quoi on souhaite travailler. Est-ce que ça arrive aussi que ce soit toi qui postules? Par exemple, on te dit, il y a tel éditeur qui veut faire un livre audio. Est-ce que tu choisis en fait de postuler dessus, que ton profil soit présenté, ou est-ce que c'est fait différemment? Pour l'instant, non. C'est vraiment les studios en fait qui ont des comédiens, un vivier de comédiens et qui ensuite les proposent. C'est possible, par contre, ça c'est un travail qu'il faut faire, je pense. Et qu'il faut que je fasse un peu, c'est d'aller démarcher des studios. Par exemple, on sait que tel studio a fait tel type de livre audio. Bon, bah, tu leur écris, tu dis « Salut, voici ce que j'ai déjà fait. Si jamais vous avez envie, on peut travailler ensemble. » Et ensuite, ils peuvent t'incorporer dans leur vivier et te proposer sur des choses. Mais par exemple, Crescent City, je pense à ça parce qu'on en discutait avec une amie et on en parlait tout à l'heure. Mais ça, c'est pas fait en audio. Je sais pas qui pourrait le faire. Je sais pas si quelqu'un a envie de le faire. Donc, en fait, il n'y a même pas d'endroit où je peux vraiment dire j'ai trop envie de le faire. Ouais, parce que tu sais pas du tout quel éditeur voudrait prendre les droits par un audio. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est déjà en cours avec un studio? Est-ce que... Donc, il faut essayer de démarcher un petit peu à l'aveugle. Parce que je pense qu'en plus, il doit y avoir des éditeurs qui travaillent spécifiquement, exclusivement avec un studio, comme d'autres qui vont un peu travailler avec plusieurs studios différents en fonction de ce qu'ils ont envie de produire. Ouais, c'est clair. Comment te prépares-tu avant l'enregistrement? As-tu des rituels pour t'approprier l'histoire? Et lis-tu le livre en entier avant? De préférence, je lis le livre en entier avant, si c'est possible. Si j'ai pas enchaîné 2 livres, par exemple, ça m'est arrivé. J'ai enchaîné 3 livres audio et j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu D'ailleurs, j'ai pas eu les PDF avant, donc j'ai vraiment découvert le texte en lecture. Pour Force Wing et Iron Flame, j'ai pu lire les 2 en avance. J'ai même tellement aimé Force Wing que j'ai acheté le tome 2 en anglais direct et j'ai dévoré juste après avoir fini Force Wing. Ça, c'était super chouette parce que c'est beaucoup mieux de pouvoir lire en entier le livre avant. Tu sais où ça va, tu sais les personnages à peu près, s'ils deviennent méchants et qu'ils sont gentils ou inversement, tu connais leur subtilité. De leur trouver une voie sans rien connaître et sans connaître la fin, c'est trop dur. Donc oui, c'est vraiment préférable. En tout cas, pour moi, j'aime vraiment mieux lire l'histoire avant, en entier, le livre en entier. Est-ce que j'ai de la préparation? Quand je le lis, je sais que j'ai fait ça pour justement Iron Flame, parce que je l'avais pas fait sur Force Wing et que ça m'avait un peu manqué. En le lisant, je note un peu les personnages et leurs caractéristiques. Pour trouver les voix, par exemple, noter Varish, très méchant. Bon. Mais ça, c'est parce que c'est un cas de figure où tu n'as pas d'indication de la part de l'éditeur audio. Ça, c'est... Oui, mais en fait, je me rends compte que je le fais aussi... ça m'aide à comprendre un peu les tenants et aboutissants. Et je sais pas forcément si je vais avoir une fiche réalisation où ça, tu l'as des fois au dernier moment? Je l'ai quand j'arrive en studio, en général. Des fois, on me l'envoie avec le PDF avant. Mais c'est surtout, ça aide pour le studio. Donc des fois c'est vraiment que en studio et des fois on n'en a pas, donc on n'a pas forcément d'indication sur comment on prononce les noms. Donc aussi à la lecture je peux réfléchir, ah ok, donc celui-là peut-être que je vais le prononcer comme ça. Et puis leur trouver déjà des voix, même ça m'aide des fois de déjà lire dans ma tête avec une voix. Je me rends compte que j'ai déjà des voix qui viennent naturellement sur certains personnages. Et puis oui, comprendre un petit peu les subtilités de tous les personnages. Mais ça m'est arrivé aussi de faire une fiche comme ça pour d'autres livres. Je repense à La Malédiction, mais du coup La Malédiction des Flores, il y a 2 temporalités, donc t'essayes de comprendre quel personnage parle. J'aime bien lire un petit peu avant d'aller enregistrer pour vérifier si mes yeux sont bien calibrés, dans le sens où si je lis, ils vont bien à la fin de la page pour savoir qui est-ce qui parle. Donc j'aime bien lire un peu et parler un peu, faire des exercices de diction, mais c'est pas tellement un rituel, c'est plus ça, de l'échauffement, quoi. Ouais, c'est ça. Toujours dans la préparation du livre, dans la littérature de l'imaginaire, on retrouve très souvent des termes inventés. Je me demandais si tu avais des échanges avec l'auteur, avec l'éditeur ou autre, une validation de leur part pour prononcer ces mots. Tu me disais que tu avais des fiches, des fois, mais des pas fois, toujours. Des fois il y a des fiches réalisation, donc dessus il y a les prononciations des noms propres.
Il y a des fiches réalisation qui sont tellement poussées que chaque nom propre en anglais est retranscrit avec des lettres pour que ça fasse quelque chose de français. Il faut généralement franciser un peu les noms propres. Ça, c'est une demande qui est très commune. Enfin, qui est commune à beaucoup des maisons d'édition. Ça, c'est les fiches réalisation. Mais des fois, on n'en a pas. Pour Force Wing Iron Flame, on n'en avait pas. Donc là, on est libre. On fait les prononciations qu'on veut. Je pense que si ça leur plaît pas à la fin, ils peuvent nous dire quelque chose. Mais en général, ils ont confiance en ce qu'on fait. Donc, on travaille avec Louise, je parle pour ces 2 livres-là, qui est ingé son et qui fait aussi un peu de direction artistique, du coup, avec moi. Et on réfléchit des fois, donc là on avait un extrait tout à l'heure quand on s'entraînait où c'est D-Y-R-E, donc on peut pas le dire d'ailleurs, on peut pas le dire d'aérer, c'est bizarre, donc on a choisi de le dire d'haïr. Mais ça c'est des choix propres, c'est des choix complètement personnels. J'ai choisi de dire Xaden et pas Xaden, voilà. Oui. Mais en général, les éditeurs aiment bien quand c'est francisé au maximum. Mais pour les Wyvern, pour Basgiat, pour Sorengai, on n'a pas eu d'indication spécifique. Et d'ailleurs, quand j'entends des fois les prononciations anglaises, maintenant, je me rends compte que c'est assez différent. Quand il existe du coup le livre audio déjà en anglais par exemple, ou même parfois dans une autre langue, est-ce que ça peut tu peux te dire, ah bah tiens, je vais aller écouter, voir comment eux l'ont prononcé? J'aurais clairement pu. Et c'est ce que je me suis dit à la fin de Force Wing. Je me suis dit, j'aurais peut-être dû regarder un peu ce qui se passe en anglais, mais je l'ai pas fait. On sait qu'il faut que ce soit quand même compréhensible justement dans la langue française, et même pour des personnes qui parlent pas anglais, donc c'est pour ça qu'en général les éditeurs aiment bien que ce soit francisé, et que... oui, puis comme tu le disais, avoir un nom propre qui ne se rapproche pas d'un mot commun en français. Et c'est parce que sinon on peut ne pas trop comprendre. C'est clair. C'est assez commun, on a eu plusieurs fois ce cas-là. Ouais, ça m'étonne pas. Comment et par qui sont choisies les voix? Tu as déjà commencé à y répondre. Les accents, les éventuels défauts de prononciation des différents personnages. Eh ben, les accents, normalement, on n'a pas le droit d'en faire. En tout cas, de tous les livres audio que j'ai faits, je ne pouvais pas en faire. Je sais pas vraiment pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éditions qui en veulent pas, que ce soit le plus neutre possible. Alors même que, par exemple, j'ai écouté les livres audio de Harry Potter et que le narrateur... C'est loin d'être neutre. Ah ouais, c'est ça. Le narrateur donne un accent du Sud à Professeur Chourave, ce que je trouve va être une très bonne idée. Mais du coup, il y a des indications qui sont pas écrites dans le texte, et je pense qu'il faut être le plus proche possible à la lettre du texte. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas forcément mettre d'accent. Pour les voix différentes des personnages, là pour le coup, on n'a pas d'indication. Même dans les fiches réalisation, des fois on peut avoir les descriptions des personnages, mais on n'a pas vraiment, pour telle personne, fait une voix typée comme ça, on n'a pas ça. Mais ça arrive parfois quand on lit un livre d'avoir peut-être des indications, telle personne avait un cheveu sur la langue, ou telle personne a une voix aiguë, tu peux savoir choses, mais il y a rarement pour tous les personnages. C'est ça, on essaie d'avoir les indices le plus possible pour les débits de parole. Des fois, c'est dit-il lentement. Mais donc, des fois, t'as des personnages qui sont caractérisés un peu par ça. Ou par, en effet, aigu, grave. Xaden ayant une voix très grave. Donc, il faut réussir à faire quelque chose tout en étant une fille et en faisant ce que tu peux avec ta petite voix. Mais du coup, non, au début, tu te dis, bon, bah... Et c'est pour ça que c'est intéressant et important pour moi de lire le livre avant. Parce que j'ai des voix qui me viennent un petit peu, j'imagine... Rhiannon, je me suis dit... je sais pas, Rhiannon, elle est un peu badass. J'ai envie de lui faire une voix un peu typée, je sais pas, un peu rauque, un peu éraillée. Dane, pour moi, c'est un garçon très carré, droit, et qui dépasse pas trop du cadre, qui suit vraiment les règles, donc quelque chose d'assez normal comme voix. Xaden, c'est le beau gosse, donc il a une voix un peu rauque, un peu grave. Et voilà, Ridoc, il arrête pas de déconner, donc c'est un peu le petit rigolo, il a une petite voix, voilà. Donc c'est des voix qui peuvent venir, les méchants, je les fais souvent lentement, je sais pas pourquoi, j'essaye de moins le faire maintenant, mais je me rends compte de ça. Les profs, ils ont toujours la même... Enfin bon, voilà, par type, j'ai un petit peu des idées de voix qui me viennent. Mais on fait ça vraiment en studio. Et c'est nos choix personnels. Donc c'est sûr. Mais après, en même temps, si on souhaite ton travail, c'est aussi pour ça. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que si tu fais toujours les méchants de la même façon,
Quand t'as un personnage qui devient méchant, enfin qui se révèle méchant au fur et à mesure de l'histoire, non, ça peut être un indice. C'est clair, et c'est pour ça que maintenant j'essaye de moins le faire. Je me suis rendu compte que les méchants de Force Wing, je les faisais un petit peu toujours pareil. Donc pour Iron Flame, je me suis dit, bon, lui je sais qu'il est méchant, on le sait pas forcément. Je pense à un personnage en particulier, mais du coup, je lui ai pas fait une voix de méchant. Ouais. Pas ta voix de méchante. C'est ça, pas une voix de méchant que j'imagine être une voix de méchant. Ouais, il y a des personnages où je sais qu'ils sont pas trop cool ou que je les aime pas, mais je vais les typer de manière à ce qu'on le sache pas forcément. Oui. Ou alors, même dans la vie, on connaît des gens, ils sont méchants et en fait, ils ont pas l'air. Et en fait, ils ont l'air très sympas. Ou inversement, tu vois, ils ont une voix cassante. Donc il faut réussir à un peu sortir de ça. Et c'est vrai que ça, c'est un truc un peu dur. De sortir de ses propres stéréotypes. Oui. Clairement, c'est des stéréotypes. Les profs, il y a plein de fois où je les fais de la même manière, où ils ont « Oh alors, on va parler... » J'ai jamais eu un prof qui parle comme ça. Donc il faut réussir à se piéger soi-même. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'enregistrer aussi avec quelqu'un qui a un regard extérieur. Ou alors, là, t'as quand même deux personnages qui ont à peu près le même rôle dans l'histoire, une voix qui se ressemble un peu trop, on risque de les confondre éventuellement. Ouais, c'est clair. Et je me rends compte qu'en fonction des types, par exemple, justement, Mira et Rhiannon ont un peu le même type de voix, mais il faut réussir à les caractériser, du coup, dans le débit de parole ou dans juste un tout petit peu plus haute que l'autre. Enfin, voilà, c'est des petits détails. Bien évidemment, après la préparation du livre audio, le cœur du métier, c'est l'enregistrement de celui-ci, et c'est donc sur ce thème que vont porter les questions suivantes. Pour l'enregistrement, je me doute qu'il y a plusieurs pauses et reprises au cours de l'enregistrement. Et est-ce que tu saurais nous dire du coup combien de temps il faut que tu y consacres pour des livres comme Force Wing et Iron Flame qui font 22h et 31h? Alors, donc oui, il y a plein de pauses et de reprises sur un enregistrement, parce qu'on se trompe, on savonne, comme on dit un petit peu le mot, donc on a une petite hésitation, ou alors on se trompe de voix, ou alors on se rappelle plus de la voix, ou alors voilà, plein de choses. Des fois on oublie des mots, il y a plein de fois où je dis n'importe quoi, mais je me rends même pas compte que je dis n'importe quoi, je dis juste des autres mots que ce que je suis censée dire. Donc, voilà. Donc oui, on s'arrête, on reprend, on peut réécouter les voix qu'on avait faites avant, voilà. Et pour Force Wing, on a fait 8 jours d'enregistrement. En général, un jour d'enregistrement, c'est 7-8 heures. Pour Iron Flame, on a fait 11 jours. 10 ou 11 jours. Donc oui, c'est considérablement plus. En fait, il faut à peu près le double de temps qu'il va y avoir en vraie écoute, en vrai audio. Il faut le double. C'est à peu près pareil pour une vidéo YouTube. C'est vrai. Ouais, j'imagine. Mais après, c'est encore pire parce que là, c'est le double en enregistrement et le double en montage. Oui, c'est ça. Quand je fais mes vidéos sur YouTube, par exemple une vidéo d'une demi-heure, j'aurais mis généralement 1 heure pour filmer. Ouais. Alors ça dépend après du format de la vidéo, mais classique, si juste je parle face à la caméra. Ouais. On est généralement sur 1 heure de tournage pour 30 minutes de vidéo finale. Et en montage, on est au moins sur 2 heures de montage. Ouais, voilà, c'est pareil. Donc ouais, ça m'étonne pas. C'est pareil, ouais. Sur Iron Flame, il y a donc 32 heures, 31 heures, un peu plus d'écoute. Ouais, on a mis le double et je pense qu'il y a eu pareil 60 heures de montage, quoi. Parce que le montage, il faut ensuite nettoyer tous les petits bruits de bouche, toutes les respirations dont on veut pas forcément. Il faut des fois recaler un peu le rythme parce que moi, il y a des moments où je regarde un petit peu plus loin pour savoir où est-ce que... Enfin, qui parle déjà. Donc des fois, je fais des petites pauses et je regarde et je me dis « Ah oui, donc là, c'est machin qui parle. » Donc ensuite, j'y vais et donc il faut recaler un petit peu tout ça. Donc oui, c'est beaucoup plus long que ce que... Je m'installe pas pour lire les 32 heures d'un coup. J'ai fait plein de pauses et c'est en plusieurs jours. Est-ce que tu peux nous décrire comment se passe un enregistrement et en quoi ça t'aide et c'est important pour toi de travailler le texte en amont ou en tout cas le plus possible? Alors un enregistrement, ça se passe, en général j'arrive en studio vers 9h30, je pose toutes mes affaires, je me mets pieds nus parce que j'enregistre que pieds nus sinon je suis pas bien. Je prends tout ce qu'il faut à boire, à manger pour pas avoir le ventre qui gargouille au bout de 2 heures. Et là on commence, donc le premier jour d'enregistrement c'est le plus important. En général il y a un directeur artistique en plus de l'ingé son qui fait un point sur le rythme, les élisions qu'il faut faire ou pas. Donc voilà, lire quelque chose de soit plus littéraire, soit plus actuel. Donc voilà, mettre un petit peu au point tout ça. Et ensuite, on déroule pendant tout le reste de l'enregistrement selon cette base du premier jour. Caler peut-être les premières voix qu'on croise dans le roman. En général, on a sur les premières pages au moins
quelques personnages, donc dire bon bah celui-là on va plutôt aller vers là, et après c'est quelque chose qu'on fera nous tout seul, ou en tout cas avec l'ingé son, mais là on a un regard encore extérieur. Donc le premier jour se met en place, et ensuite pendant l'enregistrement, les ingé sons avec qui je travaille, donc Louise, que tu as vu tout à l'heure pour Iron Flame et Force Wing, met des marqueurs sur son logiciel de travail, donc ça veut dire qu'à chaque fois que je fais une nouvelle voix pour un nouveau personnage, elle met un petit marqueur et elle le nomme, pour que ensuite, si on retrouve le personnage et que je sais plus quelle voix j'ai prise, ce qui est très commun, donc si je sais plus la voix du personnage que j'ai faite, elle peut me rebalancer ce que j'ai fait et je peux reproduire ce que j'ai déjà fait. Donc elle met des marqueurs comme ça très souvent. Elle met des marqueurs s'il y a un problème sur le texte, s'il y a quelque chose qui est pas très clair et qu'il faudrait voir avec l'édition pour clarifier tout ça. Et ensuite on déroule pendant toute la journée. On fait une pause à midi, puis on finit à 18h et voilà. Ok. Tu as un petit peu répondu, mais comme on m'a posé la question, je te la repose. Est-ce que tu lis tout d'un coup en modulant ta voix en direct pendant les dialogues ? Ou est-ce que tu as plusieurs pistes audio selon les personnages qui ensuite sont remises en l'ordre ? Alors du coup, il n'y a pas plusieurs pistes audio, c'est vraiment par chapitre, il y a une piste. Donc si tu regardes la session d'enregistrement, ça fait une sorte de petite courbe descendante qui fait qu'il y a tous les chapitres comme ça dans l'ordre, sur des pistes différentes. Pour qu'ensuite, sur Audible, ce soit en chapitres séparés, sur Audible ou sur n'importe quelle plateforme, que ce soit sur des chapitres différents. On fait tout en une seule prise. En tout cas, on s'arrête quand on se trompe et quand on n'a pas forcément la voix des personnages, mais c'est tout à la suite. C'est-à-dire que je lis la narration, ensuite je lis les dialogues, c'est machin qui parle, je l'ai vu à la fin parce que je l'ai vu dire Ridoc. Donc je prends la voix de Ridoc. Si je sais pas, je fais une petite pause et je regarde un petit peu où est-ce que ça va. Mais c'est tout à la suite. C'est ça notre mission ? Demande Sawyer qui jauge la carte comme si celle-ci pouvait le mordre. L'orientation n'est pas sa compétence la plus développée, c'est certain. Ridoc bombe le torse. Pas de problème. Et ensuite, il y a du montage, mais on s'arrête pas à chaque fois qu'il y a un personnage. Sauf si tu te souviens plus de sa voix, quoi. Ce qui est assez souvent. Il y a des voix qui ont du mal à rentrer et des voix que tu as croisées une fois. Bah oui, si le personnage il apparaît 2 fois dans tout le texte. Ça arrive. C'est plus tu compliqué. le revois à la dernière partie et tu fais... Son prénom me dit quelque chose. Je sais pas qui c'est. Comment tu fais pour conserver ta voix entre les débuts et la fin d'une session ? Mais surtout, comment tu fais en fait pour qu'on ne les différencie pas entre quand tu enregistres quelque chose le soir, puis le lendemain matin tu reviens, et en fait que nous quand on écoute le livre audio, on a juste l'impression que tout est pas linéaire mais à suivre en fait, on voit pas la coupure. L'ingé son est assez important là-dedans, parce que du coup le matin, moi j'ai tendance à parler bien plus vite que le soir. Le soir, tu reviens dans ton rythme. Et le matin, en général, nouvelle journée, allez, j'y vais, et je débite. Et donc, l'ingé son est là pour dire calme. Et en plus de ça, généralement, on commence une session en écoutant la dernière minute de ce qu'on a fait la veille. Pour bien se rappeler de l'énergie, pour bien se remettre dans ce qu'on avait fait. Après, une fois que tu as pris l'habitude que tu es dans un même livre audio, ça roule. Entre deux livres audio différents qui n'ont pas les mêmes niveaux de langage et pas les mêmes niveaux d'implication, c'est un peu compliqué. Les premiers jours, t'es encore un peu dans tes réflexes de ce que t'as eu avant. Mais une fois que t'es lancé, c'est quand même plus simple. Et ensuite, vraiment, je bois beaucoup d'eau pour pouvoir ne pas fatiguer ma voix. C'est pas comme les profs. Les profs peuvent se fatiguer beaucoup plus vite la voix, je pense, qu'en enregistrement audio. Parce que nous, le micro, il est très très proche. Tu parles pas fort. Je parle pas fort. Je parle très peu fort. C'est de la proximité, il n'y a pas besoin d'envoyer, de projeter sa voix, sauf sur les scènes où il y a de l'action, mais sinon la narration est assez simple à faire parce que ça demande pas beaucoup d'exigences vocales, je dirais. On me demande beaucoup comment tu fais pour conserver ta voix, t'as pas mal à la gorge à la fin. Non. En plus, en tant que chanteuse, t'as une routine un petit peu vocale si tu sens que t'es fatiguée, tu parles moins fort. Mais du coup, tu me disais que parfois, quand il y a des scènes d'action, tu dois projeter ta voix, etc. Comment tu fais en fait aussi pour gérer les émotions fortes pendant l'enregistrement ? Des fois, tu les gères pas forcément et tu t'arrêtes toutes les 2 minutes parce que t'as envie de pleurer. Ça m'a fait la fin d'Iron Flame, j'en dirai surtout pas plus, mais pour celles qui l'ont lu,
vous allez comprendre. D'ailleurs, ce qui est super bizarre, c'est que à la relecture, donc à la lecture à voix haute, il y a des choses qui m'avaient pas fait pleurer à la lecture avant, et qui en fait de le refaire, et je pense aussi de le dire à voix haute, Ça paraît tout de suite plus Plus réel, ouais, vraiment. t'es tellement plus immergé dedans en fait, parce qu'en plus tu joues les personnages, etc. Donc Quand t'as c'est des vraiment pas dialogues pareil. et que t'as des choses où tu dis des choses. Ouais, il y a une. Ouais, c'était très très compliqué. Vraiment, Iron Flame, c'était compliqué. J'avais ma peluche dragon. J'avais pris ma peluche dragon parce que je savais que ça allait être très triste et que. En tout cas, que ça allait être chargé émotionnellement. Donc je m'étais préparée, j'avais vraiment littéralement j'avais un doudou avec moi en mode pleure pas, c'est pas grave. Je faisais des pauses très souvent pour pouvoir boire en mode ça me calme, on oublie, il faut des fois savoir se détacher du texte, même pour les scènes un peu pour les scènes de smut, clairement il faut réussir à se dire que t'es pas là avec un ingé son qui t'écoute et qui faut se dire des fois je ne fais que dire des mots. Je laisse le sens me traverser, il ne s'arrête pas sur moi. Mais ça, c'est vraiment dans les cas un peu extrêmes. Sinon, justement, il faut vivre tout pour transmettre l'émotion aussi au lecteur. Et puis quand tu vois sa voix se brise à la fin, bon bah tu sais qu'il va falloir être à fond dedans parce que sinon ta voix va pas vraiment se briser. Si tu peux... Bah tu peux pas, c'est difficile de briser sa voix comme ça. Tu peux essayer de briser, mais bah ouais, le mieux. Et puis en plus, c'est bien en tant que, du coup, en tant que comédienne, c'est trop chouette de pouvoir avoir plein d'émotions qui te traversent pendant la journée. À la fin de la journée, t'as vraiment, t'as chevauché un dragon, t'as eu des profs gentils, des autres pas du tout, t'as vu ton pire ennemi, t'as vu tes potes à qui tu dois mentir parce que tu peux pas tout leur dire. Ton mec, il est loin. Est-ce que c'est vraiment ton mec? Tu sais pas. Enfin bon, t'as vécu trop de choses, quoi. À la fin d'Iron Flame, des fois, c'est compliqué. C'était très dur. En plus, il faut gérer le micro parce qu'il y a des cris. Donc, les cris, il faut se mettre très loin pour pas que le micro il sature. Mais c'est trop chouette. C'est aussi pour ça que c'est aussi chouette à faire. C'est parce qu'on vit plein de choses. Et donc, on pense pas forcément à la réception quand on le fait. On pense pas forcément au fait que il va y avoir des gens qui vont nous écouter. On pense déjà à le vivre, en tout cas le plus possible. Et puis après, ben voilà, il y a des scènes de violence et des scènes assez explicites de sexe qui sont plus gênantes que d'autres. C'est généralement pas très gênant parce que t'es dans une bulle et t'es avec juste l'ingé son que tu connais quand même bien. Ça se fait facilement. Ça n'a pas grand chose à voir avec l'enregistrement, mais la question elle me vient du coup parce que tu viens d'évoquer le fait que tu penses pas au moment d'enregistrer aux personnes qui vont écouter. Mais du coup, après, comment tu reçois les retours en fait, des personnes qui l'ont écouté? C'est toujours trop chouette d'avoir des retours. J'aime trop, il y a plein de personnes qui me taguent sur Instagram quand ils font une chronique. Et j'adore aller lire, j'adore voir ce qu'ils en pensent, même ce qu'ils pensent de l'histoire. Je suis même dans un groupe de fans de Force Wing parce que vraiment, en fait, j'ai trop aimé cette histoire. Donc j'adore avoir les théories. J'ai fini Iron Flame, tout de suite je suis allée sur internet pour voir toutes les théories qu'il pouvait y avoir sur la suite. J'y pense pas du tout en enregistrant. D'ailleurs, je savais pas justement que c'était un truc ultra famous quand j'ai enregistré. Je pense que c'était mieux d'ailleurs. Ouais. En tout cas pour le début. Peut-être moins de pression. Ouais, en tout cas pour le début. Et puis maintenant que c'est lancé, bon bah c'est lancé donc c'est cool. Et par contre j'adore aller lire les avis. J'ai un problème, je vais sur Audible, je vais lire tous les avis qui sont sortis. Je suis là, ah c'est trop cool, il a bien aimé ma voix. Ou alors quelqu'un qui dit, oh la voix c'est pas possible, t'es là, sorry c'est ma voix, ils ont choisi, c'est pas moi qui... C'est comme ça, voilà, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais j'adore avoir les avis. Tu sais qu'il y a des personnes qui vont parfois chercher non pas des livres d'un auteur qu'ils adorent, mais pour un livre audio, les livres d'un narrateur qu'ils ont adoré et écouter tous les livres audio qui ont été lus par cette personne. Mais je m'en suis rendu compte parce que je suis sur aussi un groupe où il y a beaucoup de personnes qui parlent de livres audio. Et en fait, je me rends compte de ça. J'avais pas du tout conscience. Notamment, même pas forcément... Bon, alors sur moi, oui, je sais qu'il y en a qui ont écouté plusieurs choses parce qu'ils ont aimé ce que j'ai fait et je suis trop contente. Et par exemple, sur Gary Fossirena qui fait Xaden, donc les chapitres point de vue de Xaden, j'ai déjà vu des personnes qui ont dit « Oh là là, j'ai tellement aimé » et vu qu'il fait 1 ou 2 chapitres à chaque fois, bah, c'est pas assez, donc ils sont allés écouter... Enfin, souvent c'était des filles. Elles sont allées écouter... des livres qu'il a lus en entier, quoi. Je trouve ça trop chouette. Ça fait aussi découvrir d'autres livres qu'on n'aurait peut-être pas forcément lus.
avec des narrateurs, c'est trop bien, c'est une porte d'entrée, c'est trop cool. Bah oui, c'est trop cool. Et puis c'est vrai que pour certains lecteurs, parfois c'est un engagement aussi de se dire « Ah bah je vais acheter un livre audio, mais si ça se trouve, bah je vais pas accrocher au narrateur. » Alors quand on sait qu'on apprécie le travail de certaines personnes, la manière dont ils font vivre les émotions des personnages, leur timbre de voix aussi, forcément en fait c'est aussi une valeur sûre entre guillemets, parce que bon après l'histoire aussi reste unique et peut ne pas plaire non plus. Oui, c'est sûr. Mais ouais, je pense que ça peut beaucoup aider. Dans Force Wing et Iron Flame, tu n'étais pas la seule narratrice des livres audio, puisqu'il y a aussi des chapitres du point de vue de Xaden. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez travaillé à deux? Est-ce que vous vous êtes rencontrés pour l'enregistrement? Ou vous avez travaillé chacun de votre côté dans ce cas-là? En général, on travaille vraiment chacun de notre côté. C'est comme le doublage, où le doublage, même s'il y a un dialogue, on enregistre les parties différemment, enfin chacun son tour. Pour Force Wing, je me rappelle que Gary avait été juste après moi, j'avais juste fini et lui il a fait son chapitre juste après. Pour Iron Flame, j'ai eu la chance parce que du coup il est venu enregistrer alors qu'on était encore en train d'enregistrer, on était peut-être à un tiers ou à la moitié du bouquin. D'ailleurs, Louise, l'ingé son, s'est fait spoiler la grosse fin parce que du coup c'était le chapitre de Xaden, on l'a fait en plein milieu, donc bon bref, la pauvre. Et du coup, je l'ai rencontré, on a discuté, et puis ce qui était intéressant, c'est que lui, il a pas tout le bouquin en fait, avant de faire son chapitre, vu qu'il a qu'un chapitre. Si c'est des fois où il y a des doubles narrations, c'est vraiment presque moitié-moitié. Mais là, il y a qu'un chapitre, donc il a pas lu le livre en entier. Donc c'était intéressant parce que j'étais là, je lui disais, bah lui, je l'ai fait comme ça, donc il a écouté ce que j'avais fait comme voix avant. Lui, il je vais pas dire ce qui se passe dans le dernier chapitre, mais lui, c'est tel caractère, il parle de telle manière, ce nom propre-là, il faut le prononcer de telle manière. Oui, parce qu'il doit reprendre la voix de personnages que toi, t'as déjà interprété. Oui, donc forcément, il faut que ce soit un minimum cohérent, même si, bah, bien sûr, c'est un homme, t'es une femme, donc vous aurez pas la même voix, c'est sûr. Ouais, et au contraire, justement, vu qu'il avait fait son chapitre un peu au milieu, il y avait une voix qu'il avait un peu créée, en tout cas, ou alors c'était dans le premier tome, mais il y avait une voix qu'il avait créée, donc moi je m'étais inspirée de sa voix pour pouvoir faire quelque chose aussi d'à peu près cohérent, même si, bon bah, homme-femme, lui, il a une voix très grave en plus, qui marche parfaitement avec Xaden. C'est sûr que c'est complètement différent, mais... Ou alors pareil, de m'inspirer de sa voix, j'avais écouté avant Force Wing sa voix, son casting, pour pouvoir savoir comment il allait faire Xaden, même si je pourrais jamais avoir la voix de Xaden. C'est vrai que c'est un truc que je me dis des fois quand j'écoute des livres audio, surtout quand il y a double point de vue, deux narrateurs qui font 50-50 le livre, je me dis mais pourquoi dans le chapitre d'un, en fait... au lieu d'essayer d'imiter la voix de l'autre, pourquoi il vient pas pour faire juste ces phases de dialogue en fait? Mais je suis complètement d'accord. J'aimerais beaucoup. Ce serait très chouette. Ce serait super chouette. C'est un entre-deux entre version vraiment avec des bruitages, tout ça, ou juste un entre-deux un peu plus théâtral. J'aimerais trop. Et je pense que ce serait beaucoup plus long, déjà. Oui, je pense. Et puis ça veut dire que les deux personnes doivent être présentes au studio en même temps? Pas forcément. Pas forcément. Non, pas tu forcément. Tu peux rajouter la voix après au montage. Mais du coup, c'est plus de montage. C'est beaucoup plus de montage, Mais c'est possible, par exemple, de laisser un blanc et de dire, dit-il, tu vois. Mais ça voudrait dire qu'il y aurait aussi un énorme boulot en amont d'adaptation pour vraiment repérer où sont les parties. Il y aurait un boulot en session de faire des incises, du coup de quand même bien avoir l'énergie de l'autre, hein, et un boulot de montage. Donc je pense qu'en fait par souci de simplicité. Parce que tu vois, ça c'est vrai que c'est une chose qui m'a surprise tout à l'heure quand tu as enregistré. T'as vraiment juste le PDF sous les yeux et moi je pensais que t'avais peut-être un PDF qui était annoté avec des indications, là c'est tel personnage, etc. Un code couleur ou quelque chose pour repérer plus rapidement. Je sais qu'il y en a qui le font, mais moi pour l'instant j'ai jamais fait ça et je crois que c'est plus efficace d'avoir les voix si vraiment je suis perdue. Tu vois, mais en fait d'avoir qui est-ce qui parle, je pourrais me souligner dit Garrick à tel moment, mais en fait en ayant lu le livre déjà tu te rappelles à peu près des scènes, tu te rappelles que dans cette scène il y a machin qui va arriver au milieu et qui va parler, donc quand il y a quelqu'un qui arrive au milieu tu te dis ah ça doit être machin, mais il y a plein de fois où je pars sur une réplique, je prends la voix de Terne par exemple. Et en fait, c'est Violette, tu vois, donc ça n'a aucun sens, t'arrives à la fin et tu te dis, répond-elle, et tu vas la refaire. Ouais, parce que, rien à voir. Mais, enfin, je dis, il y a plein de fois, ça arrive,
Ça arrive, mais c'est pas si souvent que ça parce que les yeux font quand même le travail avant et vont directement à la fin du truc où tu vois à la fin du paragraphe qui parle, quoi. Oui. Mais des fois, il n'y a pas d'indication. Il n'y a que 3 lignes plus tard que tu sais que c'est machin qui avait parlé. Ou alors quelqu'un qui arrive et puis tu le connais pas encore. Et puis en fait, tu sais... Oui. Et tu sais pas encore comment faire sa voix parce que tu le connais pas. Et Ouais. c'est un peu plus difficile de s'adapter à la personne. C'est ça. Des fois, quand on a beaucoup de voix là sur Iron Flame, on a toutes les voix de Force Wing, plus toutes les nouvelles voix d'Iron Flame. Donc quand on arrivait à la fin du tome et qu'il y avait un nouveau personnage, on était un peu... Oh, qu'est-ce qu'on va faire comme voix? On fait une pause. Ok, alors ça, ce type de voix, on l'a déjà fait. Si je fais parler plus vite, ça va être bizarre. Si je le ralentis, ok, je peux lui faire... Donc il y a beaucoup de pauses pour ça aussi. Ça pourrait peut-être être fait en amont, mais je suis même pas sûre parce que des fois, on se rend pas forcément compte avec l'avis extérieur est quand même intéressant. Je pense. C'est un travail d'équipe en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Avec l'ingé son, déjà on rigole beaucoup sur Iron Flame. On a eu des fous rires, mais Il y a de quoi. mais gigantesques. Et puis des fois, c'est juste la fatigue qui fait faire des fous rires. Dans Force Wing, il y a il fixe la saucisse. Elle fixe la saucisse. Il y a un truc de il fixe la saucisse qui juste c'est pas drôle. C'est pas drôle. Non. Mais quand t'es fatigué. Mais quand c'est ton 5e jour et que t'as déjà enregistré pendant 7 heures et que t'as il fixe la saucisse et que tu t'y attends pas et que tu dois essayer de mettre de l'intention dans il fixe la saucisse, ben autant dire qu'on a explosé de rire vraiment toutes les deux. On s'est arrêtés, on a rigolé pendant 5 minutes. On a bu, on y est retourné. J'ai essayé de la refaire parce que j'avais explosé de rire en plein milieu. J'ai pas réussi. J'en ai fait une qui était genre il fixe la saucisse. On a dit ok. Et donc 3 jours après, on a refait juste il fixe la saucisse. Parce que Mais t'étais sortie de ça. C'était plus et drôle du en coup, fait. Parce que 3 jours après, t'es plus dans la fatigue. Et donc tu dis il fixe la saucisse. Parce que c'est pas drôle. Oui. Et voilà. Mais ça arrive souvent. Les fous rires. Donc oui, c'est une équipe aussi pour l'ambiance. Oui. Mais c'est normal aussi parce que je pense qu'il y a forcément des petites bourdes et beaucoup d'autodérision aussi dans ces cas-là, je pense. Des bourdes. Moi, il y a des personnages qui me font rire. Ridoc, presque tout le temps. À chaque fois que je fais une réplique, je sais pas pourquoi, mais il me fait rire. Donc, il y a plein de fois où je fais une réplique de Ridoc. Je pince les lèvres, j'essaye de pas rigoler. Et je continue, et des fois j'explose de rire. Donc, il y a des personnages comme ça qui font rire de base. Ouais. Et ensuite, oui, il y a des fois où j'ai dit n'importe quoi, mais j'avais noté ça, je crois. Un moment, j'ai dit le rouge lui monte C'était le rouge lui monte aux joues, et j'ai dit le jour lui monte aux yeux. Ah oui, Et donc, c'est des trucs comme ça où tu fais, et je m'en suis pas rendu compte. Et Louise m'a arrêtée, elle a fait. T'as lu quoi là? Elle dit je crois que t'as pas dit exactement ce qu'il faut. Ah bon? Et on a réécouté, je dis le jour lui monte aux yeux, et là on explose de rire, mais ça n'a aucun sens. C'est un des trucs les plus difficiles, la fatigue. Je pense. C'est compliqué des fois. Ouais, puis c'est vrai que tout à l'heure, tu me disais par rapport aux émotions, autant quand t'es un peu émotif, t'as les larmes aux yeux, en fait ça va juste être un peu plus pertinent encore dans ce que tu vas dire. Mais si t'as envie de rire du personnage, bah là c'est très 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 embêtant parce que en plus on comprend pas ce que tu veux dire et puis c'est pas forcément une situation où tu dois rire. C'est drôle, ouais. Il y a certains livres, des scènes de sexe explicite, vraiment je me suis arrêtée toutes les 2 phrases parce que c'était trop drôle. Ouais, t'y arrives plus quoi. Il y a un moment où la fatigue faisant, le contexte, ce que tu lis, tu es là, waouh. Attends, c'est juste des mots. Attends, ouais, vraiment. Et du coup, tu te dis, ok, je vais lire comme si c'était une liste de courses. Je sais pas grave, on y va. C'est de la narration, on y va. J'ai pas besoin de mettre trop d'enjeux non plus. J'en mettrai quand c'est des scènes un petit peu plus émotives. Et moi, je suis très émotive. Je pleure très facilement devant un film, un livre. Et donc là, d'avoir à les interpréter, ça peut être... Ça peut être chaud. Pour finir cette partie sur l'enregistrement, as-tu d'autres astuces que tu mets en place pour faciliter ce moment? En arrivant au studio, j'enlève mes chaussures, j'enfile les vêtements qui font pas de bruit. C'est super bizarre de dire ça, mais le matin, je choisis mes habits en fonction du bruit qu'ils font et pas en fonction de leur aspect en fait, parce que je m'en fiche complètement. Généralement, le premier jour de studio, j'arrive un peu pomponnée, un peu... Les jours d'après, j'ai les cheveux comme ça, j'enlève tous mes bijoux, je peux pas mettre de bijoux, la montre ça passe, une bague ça passe, mais j'enlève mes boucles d'oreilles avec le casque, c'est pas très agréable, j'enlève tout ce qui pourrait faire du bruit. Je veille à surtout manger
assez rapidement, ou en tout cas un peu tout le temps dans la journée, pour pas que ça gargouille au niveau du ventre, parce que tout s'entend. Je bois du coup beaucoup, non seulement pour l'addiction, mais aussi pour les bruits de bouche, qui en fait, moins tu bois, plus t'en as. Qu'est-ce que je fais d'autre? Oui, je me rappelle du premier jour où j'ai enregistré, je savais pas du tout, j'avais une veste qui faisait carrément du bruit, j'ai dû l'enlever, j'ai fini, heureusement qu'il faisait chaud dans le studio, parce qu'en fait, tout s'entend. Donc un moindre mouvement, même un poignet qui craque, ça peut s'entendre. Ah oui. La digestion, c'est pareil, donc il faut pas manger trop lourd non plus. J'ai fait l'erreur une fois de manger un gros burger au milieu, la pause de midi, et l'après-midi, tu regrettes. Donc voilà, ça c'est tout plein de petits détails que j'imaginais pas en commençant le livre audio. Bah, je pense qu'on n'y pense pas quand on est de l'extérieur en fait. Et on se rend pas compte de à quel point ça prend vraiment tout. Et des fois, t'as une ouverture de bouche qui fait à l'audio, ça fait un énorme pop, tu sais pas pourquoi. Et donc il faut que tu la refasses. Heureusement, l'ingé son l'entend. Toi, pas forcément parce que t'es en train de parler, donc t'as aussi ta sensation interne de quand tu parles. Ouais, il y a beaucoup de petits paramètres à prendre en compte. C'est normal. Qui sont drôles. Il est maintenant temps de passer à la dernière partie de cette interview, la partie la plus croustillante avec les petits projets, les choses à venir. Moi j'adore ça, apprendre des petites choses en exclusivité. Donc c'est parti pour les quelques petites questions qu'il me reste. Tout d'abord, il y a un type de livre audio que j'aime tout particulièrement et que l'on retrouve assez rarement en France. Il s'agit des livres audio augmentés avec des bruitages, des musiques, plusieurs jeux d'acteurs, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? J'aimerais trop. J'aimerais vraiment trop. Je sais qu'ils le font pas mal avec, on en parlait aussi en off, avec un peu de la BD sonore, ils en font pas mal. Je sais que Blind en fait pas mal. France Culture en produit aussi, il produit des feuilletons. Oui, c'est vraiment, ça peut être en épisode, mais c'est des adaptations avec un cast complet quoi. Un cast complet, les intentions sont encore plus poussées que dans le livre audio. Là pour le coup, on peut faire des accents comme on veut. Il y a vraiment, c'est plus comme du doublage quoi. Et avec de la musique des fois, avec des effets sonores, j'aimerais tellement. Vraiment, ça c'est un but. Et en faire pour France Culture, ce serait... Ouais. J'en écoute tellement que c'est un peu... Je suis trop fan quoi, donc je veux trop en faire. Grave. Je comprends. J'avais écouté quelques livres audio de Blind, donc qui sont des BD dramatized version, et franchement c'est incroyable, on a juste l'impression d'écouter un film, il manque juste l'image et ça serait un film. Et du coup tu te l'as fait visuel, enfin c'est super riche. En fait ça vient naturellement, on l'imagine. Ouais, c'est trop riche. Et en plus comme ce sont des BD audio, bah pour le coup ça vient en plus d'un super visuel. C'est clair. Où aller le chercher. C'est clair, non mais c'est trop bien. France Culture ils ont adapté avec la troupe de la Comédie Française, ils ont fait Tintin. Ah ouais. C'est trop bien. Trop bien. J'imagine. Pour l'instant, les éditions Telem m'ont dit qu'il n'y avait pas de version dramatized qui était prévue, parce qu'on m'a pas mal posé cette question, pour Iron Flame et pour Force Wing. Je croise les doigts, c'est pareil, ils ont dit que c'était une très bonne idée et que c'était pas pour l'instant dans les tuyaux, mais que ça le serait peut-être. Donc, croisons les doigts et j'espère, si jamais il y en a une, pourquoi pas en faire partie avec plaisir. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Si jamais il y en a une, on l'écoutera avec plaisir. C'est clair. Pareil pour le doublage, il va y avoir une série normalement produite par Amazon. Je suis dispo, même pour faire Ridoc si vous voulez, je peux faire Ridoc. Je peux même faire la prof Kaori pour du doublage, tout ce que vous voulez. Le prof Kaori, c'est un mec. Toi et moi, nous sommes vraiment fans de cet univers de Rebecca Yarros et du coup, je me demandais si en tant que narratrice des livres audio Force Wing et Iron Flame, tu aurais quelques petites exclusivités concernant le tome 3, Onyx Storm, qui est pour l'instant annoncé apparaître fin janvier en VO, mais c'est vrai que voilà, pour le moment, on n'a pas eu d'autres informations que ça, et du coup, je sais pas si toi, de ton côté, tu aurais quelques petites informations concernant la VF. Alors, normalement, grosse coupe, on va garder le normalement quand même. Normalement, on aura une version française de Onyx Storm en même temps que la version anglaise. Donc, il me semble que c'est le 29 janvier ou 25 janvier. Quelque part en janvier. Quelque part fin janvier 2025. Normalement, on aura la sortie en simultané et en papier et en audio. En tout cas, les éditions Telem m'ont dit ça. Et j'espère que ça pourra vraiment se faire parce que j'ai trop hâte. Ce serait tellement incroyable. Oui, comme les séries d'ailleurs. Ouais, il y a plein de séries qui sortent en simultané. Et puis même des tomes de saga, voilà, un petit peu. Ça arrive. Maintenant, ils ont vu que Force Wing et Iron Flame, ça avait plu à fond. Donc, en tout cas, c'est ce qui est prévu.
C'est prévu comme ça, en simultané. Donc on verra si ça peut se faire, mais je pense que... Franchement, c'est super intéressant en tout cas de savoir ça parce que, bon, parfois les choses sont un peu décalées dans le temps et garder ces dates avec des pincettes, ce sera sûrement pas tout à fait celle-ci. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans tous les cas, même si la traduction est décalée, même si l'enregistrement du livre audio et sa sortie est décalée, eh bien ce sera quand même relativement proche de l'apparition de la VO et non pas un an après comme ça peut être le cas parfois sur certaines traductions. Donc vraiment super intéressant, merci pour cette information croustillante. Il me reste encore 2 petites questions pour terminer cette interview. Tout d'abord, quels seraient tes projets d'avenir? Alors, mes projets d'avenir, ce serait plutôt mes envies d'avenir, parce que je sais pas de quoi sera fait demain. J'aimerais encore pouvoir refaire de la romantasy, c'est un style que j'aime vraiment bien. Et donc, je suis ouverte à toute proposition. Non, j'aimerais vraiment, vraiment en faire. J'ai potentiellement des nouveaux livres audio là qui vont arriver, mais rien d'encore très sûr et dont je peux parler. Faire du doublage et des livres audio un peu dramatized, j'aimerais vraiment beaucoup. Donc ça, c'est mes envies et j'espère que ça va se réaliser. Croise les doigts. J'ai une dernière question pour toi qui m'a été énormément posée par mes abonnés. Aurais-tu un conseil à transmettre aux personnes qui souhaiteraient exercer ce métier? Alors en conseil, ce serait de s'entraîner à lire à voix haute, de même juste prendre un livre et d'essayer à voix haute, d'essayer de faire en sorte que le débit soit pas trop rapide, parce qu'en général, on est toujours plus rapide que ce qu'on pense au niveau du débit de parole. D'essayer de pas trop s'entrecouper, d'essayer de faire des voix différentes pour les personnages. Vraiment de lire à voix haute le plus possible, même juste pour entraîner son œil à aller chercher l'information avant de la dire, mon cerveau, hein, d'aller chercher les informations sur qui parle, voilà, pour essayer de s'arrêter le moins possible. Ça, c'est un exercice qui est génial. Ensuite, si vous voulez faire du livre audio, je vous conseille de faire des formations spécifiques, soit au livre audio, soit en tout cas à la voix off. Il y en a plein qui existent, en général dans les grandes villes, mais à Paris, il y en a plein, à Lyon, il y en a plein. Moi-même, j'ai fait une formation initiale et ensuite, j'ai fait d'autres formations de perfectionnement. Et ensuite, c'est possible de faire des perfectionnements. J'ai fait donc une formation initiale en doublage et en voix off. J'ai fait un peu de pub à côté, donc en travail. Donc, et puis après, une fois qu'on est embauché sur certains projets, ça continue un peu la formation sur le tas. Et oui, d'aller ensuite faire des perfectionnements et de faire ça. Et bon, ensuite, pour pouvoir bosser, de démarcher les studios. C'est long, c'est fastidieux, c'est pas gratifiant, mais il faut aller dire « Salut, j'existe et je veux bien travailler avec vous ». Voilà. C'est normal. Oui. Et bien voilà, nous sommes déjà à la fin de cette interview. Merci beaucoup Charlotte pour ces réponses aux questions qui ont été extrêmement intéressantes et enrichissantes. J'espère que vous y avez trouvé votre compte. En tout cas, je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je remercie également les studios Anatole de nous avoir accueillis pour filmer cette interview, ainsi que les éditions Audio Télém et Hugo Roman qui nous ont permis de rendre cette interview possible, mais aussi Louise Lataste qui est ingénieure du son au studio Anatole et qui était avec nous ce matin pour filmer quelques petits enregistrements. Et franchement, merci beaucoup à vous tous qui ont rendu cette vidéo possible. C'était franchement très intéressant, très enrichissant. J'ai appris plein de choses au cours de cette journée. Je ne doute pas que vous aussi du coup. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez d'autres à ce sujet. Nous y répondrons avec grand plaisir bien évidemment. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!